Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Permission, le podcast de paroles incarnées pour revenir au vivant. Je suis Ruby Noéline et j'ouvre ici des passages entre le corps, la vérité, la voix et la matière pour celles qui ne veulent plus vivre contre leur nature. Ici, on ne demande pas la permission d'être vivante, vraie, entière. On revient au corps, on retire le masque et on donne forme à ce qui est déjà là. Et si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, ça n'est probablement pas un hasard. Je ne sais pas exactement ce qui t'a amené jusqu'ici, mais je sais une chose, tu n'es peut-être pas venu chercher des réponses. Tu es peut-être venu te souvenir de quelque chose que ton corps savait déjà. Alors prends une grande respiration et entrons ensemble dans ce passage. Et si le masque le plus difficile à retirer n'était pas celui que le monde t'a imposé, mais celui qui t'a permis de survivre? Parce qu'il existe une différence immense entre avoir été victime et continuer à vivre depuis cette identité. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à regarder ce masque avec une infinie tendresse. Pas pour nier ce que tu as vécu, mais peut-être pour découvrir qu'il est devenu trop petit pour la femme que tu es en train de devenir. Il existe des masques que nous choisissons et d'autres qui nous sont imposés. Le masque de la victime n'est pas un mensonge. C'est souvent un acte d'amour envers soi-même, une stratégie de survie. Et le problème n'est pas qu'il ait existé, le problème c'est lorsqu'il devient notre seule façon d'habiter le monde. Et avant d'aller plus loin, j'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai longtemps hésité avant d'enregistrer cet épisode, pour être tout à fait honnête, parce que je sais à quel point le sujet est sensible. Et je sais aussi qu'il peut être extrêmement douloureux. Je sais qu'il peut être mal compris également. Alors, avant que tu écoutes la suite, j'aimerais déjà poser un cadre. Et c'est vraiment important pour moi de poser ces mots. Si tu as vécu des violences, des abus, des humiliations, des manipulations, des attouchements peut-être, un viol ou toute autre forme de maltraitance, ou même des trahisons, eh bien je veux que tu entendes ceci avec tout ton cœur. Ce qui t'est arrivé n'était pas de ta faute, jamais, et tu n'as pas choisi ce que tu as vécu. Tu n'as pas choisi l'adulte qui t'a trahi, et tu n'as pas choisi les mots qui t'ont blessé. Tu n'as pas choisi les gestes qui ont violé ton corps ou ton âme. Et rien, absolument rien dans cet épisode ne viendra remettre cela en question. Tu as fait exactement ce que ton corps et ton esprit avaient besoin de faire pour survivre. Et si tu portes encore ce masque aujourd'hui, ça n'est ni par faiblesse, ni par choix, c'est parce qu'il t'a protégé à une époque où tu n'avais peut-être pas d'autres possibilités. Et juste pour cela, eh bien, il mérite d'être regardé avec infiniment de compassion avant d'être déposé. Je ne suis pas ici pour minimiser les traumatismes. Je ne suis pas ici pour dire qu'il suffit de tourner la page. Je ne suis pas ici pour te demander de pardonner. Je ne suis pas ici pour culpabiliser celles qui souffrent encore. Parce que je sais intimement que le traumatisme ne disparaît pas parce qu'on le décide. Et je sais que certaines blessures traversent le corps, le système nerveux, la mémoire. Et je sais que survivre demande parfois de construire des mécanismes extraordinaires. Et je crois profondément que ces mécanismes méritent notre respect. Alors si ce n'est pas de cela dont je vais parler, eh bien, de quoi vais-je parler? Je vais te parler d'un masque. Pas d'un masque que tu aurais choisi, pas d'un mensonge, pas d'un défaut. Je vais te parler d'un masque que la vie nous oblige parfois à fabriquer pour continuer à respirer. Un masque qui nous protège, qui nous aide à survivre. Un masque qui, à un moment de notre histoire, a probablement été la meilleure solution possible. Et si je l'appelle un masque, ce n'est pas pour le juger, mais c'est pour, au contraire, pour lui rendre hommage. Parce qu'il t'a
peut-être sauver. Mais j'ai aussi envie de te proposer une question qui, moi, m'a profondément bouleversée lorsque je me la suis posée à moi-même. Que se passe-t-il lorsque ce qui nous a permis de survivre devient ce qui nous empêche de vivre? Que se passe-t-il lorsque notre blessure cesse d'être une expérience et devient une identité? Et c'est cette question que j'aimerais explorer avec toi aujourd'hui, avec infiniment de douceur, avec beaucoup d'humilité et surtout, sans jamais oublier que derrière chaque mécanisme de survie, il y a une femme qui un jour a simplement essayé de continuer à vivre. Je ne vais donc pas te demander d'oublier ton histoire, je vais simplement t'inviter à regarder si cette histoire est encore en train d'écrire ton présent. Parce que je crois qu'il existe une immense différence entre reconnaître que l'on a été victime et continuer à vivre toute sa vie depuis cette identité. Et si tu es prête, alors j'aimerais que nous traversions ce passage ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais t'emmener à travers 6 passages parce que je crois que l'on ne retire pas un masque d'un seul coup. On le traverse, véritablement. Pendant très longtemps, j'ai cru que guérir, c'était oublier. J'ai cru que tourner la page, ça voulait dire ne plus regarder le livre. J'ai cru que si je faisais comme si rien ne s'était passé, eh bien alors peut-être que plus rien ne me ferait souffrir. Évidemment, comme tu t'en doutes, j'avais tort. Et aujourd'hui, j'aimerais te raconter pourquoi. Parce que je crois que c'est le point de départ de toute libération. Pas seulement de la mienne, mais peut-être aussi de la tienne. Il y a des histoires qu'on raconte facilement. Et puis, il y a celles que l'on enterre tellement profondément qu'on finit même par croire qu'elles n'ont jamais existé. Pendant longtemps, mon histoire faisait partie de celle-là. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que ce n'est pas le sujet de cet épisode, mais lorsque j'étais enfant, j'ai subi un traumatisme important. Et à cette époque-là, eh bien, je n'avais évidemment ni les mots, ni la compréhension, et ni les ressources d'ailleurs pour donner un sens à ce que je vivais. Et donc, c'est là que mon corps a fait ce que le corps sait faire lorsqu'il ne peut ni fuir ni se défendre. Encore que j'ai eu une réaction, on va dire, de survie à ce moment-là. Mais du coup, mon corps a survécu. Et puis, à 19 ans, j'ai été violée. Alors, je pourrais te dire que ce jour-là, ma vie s'est complètement arrêtée. Mais en fin de compte, ça serait pas tout à fait vrai. Parce que ce qui s'est arrêté, ça n'est pas ma vie, mais c'est une partie de moi, une partie de mon corps, une partie de ma capacité à habiter pleinement ce corps. Et pendant très longtemps, j'ai eu l'impression un peu comme de vivre à côté de moi-même. Comme si mon corps était devenu une maison dont j'avais perdu les clés. Ou un peu comme si j'habitais la pièce d'à côté. J'étais là, je fonctionnais, je travaillais, je souriais, je faisais tout ce qu'il fallait faire, en tout cas j'essayais, mais je n'étais plus vraiment chez moi. Et je pense que en disant ces mots, je me rends compte à quel point c'était vrai parce qu'en plus, ce viol que j'ai subi s'est passé chez moi, puisque j'ai été séquestrée pendant toute une nuit dans mon propre appartement. Et aujourd'hui, je sais mettre un mot sur ce que je vivais à ce moment-là. Alors, je l'ai appris au fil du temps, la dissociation. Mais à l'époque, je ne savais même pas que ça existait. Et je pensais simplement que quelque chose n'allait pas chez moi, que j'étais bizarre, que j'étais cassée. Et pourtant, le plus surprenant, ça n'est peut-être même pas ce qui m'est arrivé. Le plus surprenant, c'est ce que j'ai fait par la suite, ou plutôt ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas voulu reconnaître que j'avais été victime. Je ne voulais même pas de ce mot, je ne voulais pas de cette identité et je voulais même pas que ça fasse partie de mon histoire. C'est comme si je voulais effacer ce qui m'était arrivé. Et donc, j'ai fait ce que beaucoup d'entre nous faisons. J'ai essayé de continuer, comme si de rien n'était, comme si finalement
le silence pouvait effacer la mémoire. Et comme si le temps à lui seul pouvait réparer ce qui avait été brisé. Et je me suis dit que si je n'y pensais plus, eh bien peut-être que ça finirait par disparaître. Mais il y a une chose que j'ai apprise depuis, c'est que le corps n'oublie pas ce que l'esprit refuse de regarder. Il attend, parfois des années, parfois des décennies. Il attend qu'on soit enfin suffisamment en sécurité pour revenir nous raconter ce qu'il porte en silence. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi par rapport à ce traumatisme que j'ai vécu enfant, parce que c'est vers l'âge de 35 ans que finalement les souvenirs sont revenus. Un petit peu comme une mémoire qui remontait lentement à la surface, sans prévenir, sans que je l'appelle finalement. Et presque au même moment, eh bien, je pense que c'est finalement à cette période-là que j'ai enfin commencé à reconnaître aussi le viol que j'avais subi pour ce qu'il était, c'est-à-dire un viol. Pas un malentendu, pas une erreur, pas quelque chose que j'aurais dû minimiser, mais véritablement un viol, une agression sexuelle. Je pourrais te dire que cette reconnaissance a tout changé, et ce serait vrai en partie, mais pas de la manière dont on l'imagine souvent. Parce qu'avant de pouvoir reconstruire une maison, eh bien, il faut accepter de regarder les fissures. Et cette étape-là, elle est profondément inconfortable. Reconnaître que j'avais été victime, ce n'était pas me condamner, c'était arrêter de me mentir. Et je crois que c'est ici que beaucoup de personnes restent bloquées. Pas parce qu'elles sont faibles, pas parce qu'elles manquent de courage, mais parce que reconnaître une blessure, c'est parfois accepter que le monde n'a pas été l'endroit sûr que nous avions besoin qu'il soit. Et c'est accepter que certaines personnes nous ont fait du mal aussi. C'est accepter que notre innocence a été blessée. Et ça, bah, c'est énorme déjà. Et alors parfois, eh bien, notre cerveau préfère le déni. Et au final, bah, je lui en veux pas. Aujourd'hui, je le remercie même parce que je crois profondément que le déni est parfois un acte d'amour. Alors oui, tu m'as bien entendu. Le déni peut être un acte d'amour. Pas un amour qui guérit, et un amour qui protège. Quand la vérité est trop lourde pour être portée, eh bien le cerveau la met de côté. Il ne l'efface pas, mais il la range. Un peu comme on mettrait un dossier dans un tiroir qu'on n'est pas encore capable d'ouvrir. Donc non pas pour nous mentir, mais pour nous permettre de continuer à vivre. Et lorsque des années plus tard, eh bien, ce tiroir s'ouvre enfin, ce n'est pas parce que notre cerveau nous trahit, c'est souvent parce qu'il considère qu'on est enfin assez solide pour regarder ce qu'on n'aurait pas pu regarder avant, tout simplement. Alors si toi aussi, il y a des choses que tu as oubliées, des choses que tu as minimisées, des choses que tu n'arrives pas toujours à nommer, eh bien je voudrais que tu ne te juges pas. Ton cerveau n'est peut-être pas en train de te mentir, il est peut-être simplement en train de te protéger. Mais il arrive un moment où la protection doit doucement laisser place à la vérité. Parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on refuse de rencontrer. On ne peut pas consoler une enfant dont on nie les larmes. On ne peut pas réparer une blessure qu'on prétend inexistante. Et c'est la raison pour laquelle je crois que reconnaître la victime est une étape sacrée. Pas pour y rester, pas pour s'y enfermer, mais parce que cette femme-là, cette petite fille-là, eh bien, elle mérite enfin d'être regardée. Elle mérite enfin d'être crue. Et elle mérite enfin d'entendre oui, je sais ce que tu as traversé. Et je ne détournerai plus le regard. Parce qu'au fond, la guérison ne commence pas lorsque la souffrance disparaît. Elle commence lorsque nous cessons de détourner les yeux. Et s'il y avait une seule phrase que j'aimerais que tu gardes de cette première étape, eh bien ce serait celle-ci. On ne guérit jamais ce que l'on refuse de regarder. Et pourtant, tu vas voir que reconnaître la blessure, eh bien, ça n'est encore que le début du voyage. Parce que ce qui m'a enfermée pendant le plus grand nombre d'années, eh bien, ça n'était finalement pas la blessure, mais c'était le masque que j'avais construit pour survivre. Et c'est justement de ce masque que j'aimerais maintenant te parler.
J'aimerais maintenant te proposer un changement de regard. Un changement de regard qui, pour moi, a tout transformé. Pendant des années, j'ai considéré mes réactions comme des problèmes. Ma peur, mon hypervigilance, mes difficultés à faire confiance, le fait de toujours vouloir anticiper, le fait de parfois quitter mon corps par réflexe, par instinct, le fait de me soumettre, le fait de ne pas réussir à poser mes limites. En fait, je regardais tout ça comme autant de preuves que quelque chose ne fonctionnait pas chez moi. Et je pensais que j'étais en quelque sorte défectueuse, fragile, cassée. Et je crois que beaucoup de femmes ressentent ça. Parce que lorsque nous regardons nos blessures, eh bien nous regardons souvent aussi tout ce qu'elles ont provoqué. Nous regardons nos réactions, nos peurs, nos comportements, nos contradictions, nos paradoxes. Et donc, nous finissons par croire que tout cela est contre nous, que notre corps nous a trahis, que notre cerveau nous empêche d'avancer, que notre système nerveux est devenu notre ennemi. Et puis en plus, il y a tout un tas de théories, voilà, on entend toutes sortes de choses sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, personnellement, je ne crois plus cela du tout. Aujourd'hui, je crois exactement l'inverse. Je crois que le vivant n'a jamais été contre moi. Il essayait simplement de me garder en vie. Et il y a une phrase que j'aime profondément: le corps ne fait jamais n'importe quoi, même lorsqu'il semble dysfonctionner. Il cherche encore à nous protéger. Et cette phrase, elle a changé ma vie parce qu'elle m'a permis de passer d'une guerre à une rencontre. Et je n'avais plus besoin de combattre mes réactions, je pouvais commencer à les écouter, à les comprendre, à les remercier. Et j'ai même envie de dire à les embrasser. Parce que au fond, pourquoi mon système nerveux il était toujours en alerte? Ben parce qu'un jour, le danger, il était réel. Pourquoi est-ce que j'avais autant de mal à faire confiance? Ben parce qu'un jour, la confiance avait été trahie. Pourquoi est-ce que j'avais appris à me taire? Ben parce qu'un jour, parler n'était peut-être pas possible. Et pourquoi est-ce que j'avais quitté mon corps? Parce qu'un jour, y rester était peut-être insupportable. Est-ce que tu comprends la différence? Pendant des années, je regardais ces réactions comme des ennemis. Aujourd'hui, je les regarde comme des messagères, comme les traces laissées par une intelligence qui a tout fait pour me permettre de survivre. Et finalement, plus je comprenais ça, plus une évidence s'imposait à moi, à savoir que le masque n'était pas une erreur. Le masque était un miracle. Alors je sais que ce mot peut surprendre, un miracle, et pourtant, je t'invite à regarder un instant tout ce que ce masque a rendu possible. Parce que grâce à lui, j'ai continué à avancer, j'ai travaillé, j'ai créé des entreprises, j'ai aimé, j'ai voyagé, j'ai ri, j'ai construit. Alors même qu'une partie de moi portait une souffrance immense, un vide abyssal, et le masque m'a permis de continuer à vivre. Et je crois que beaucoup de femmes ont tendance à oublier ça. Parce que on veut tellement se débarrasser de nos mécanismes de protection que finalement, on oublie de les remercier. On veut aller vite vers la guérison, sans prendre le temps de véritablement honorer ce qui nous a permis d'arriver jusqu'ici. Or, eh bien moi je crois profondément que l'on ne peut pas déposer un masque que l'on méprise. On ne dépose vraiment que ce que l'on a d'abord reconnu avec amour. Et je vais même te dire quelque chose qui peut sembler étrange. Je n'ai jamais retiré mon masque contre lui. Je l'ai retiré avec lui. Un peu comme on accompagne un ami jusqu'à la porte, comme on remercie quelqu'un qui nous a protégés pendant des années. Parce qu'il y a une immense différence entre dire tu m'as empêché de vivre et dire tu m'as permis de survivre et aujourd'hui je crois que je suis prête à vivre autrement. Et cette différence, elle change tout, absolument tout. Elle change la manière dont on guérit, elle change la manière dont on regarde son histoire et surtout, elle change la manière dont on se regarde soi-même. Je crois que le vivant ne demande jamais que nous combattions nos protections. Il nous demande simplement de reconnaître le moment où elles sont devenues trop étroites. Et c'est exactement ce que j'aimerais te montrer maintenant. Parce qu'il existe une image qui m'a énormément aidé à comprendre tout ça. Une image si simple et en même temps
tellement puissante. C'est celle du plâtre. Parce que parfois, une image, ça explique mieux qu'un long discours. Imagine un enfant, il tombe, il se casse la jambe, donc il souffre, évidemment, il est amené à l'hôpital et le médecin lui pose un plâtre. Et à cet instant-là, eh bien, personne ne regarde ce plâtre comme un problème. Au contraire, on est d'accord, tout le monde est plutôt soulagé parce que ce plâtre, il va maintenir l'os, il va le protéger, il va l'empêcher de bouger davantage, il va lui permettre de se réparer à cet enfant. Donc le plâtre, c'est un acte de soin, un acte d'amour. Donc personne ne dit tu devrais apprendre à marcher sans plâtre parce que ce serait complètement absurde. Et on comprend intuitivement que le corps a besoin de cette protection. Mais imaginons maintenant une autre scène. Les mois ont passé, l'os s'est consolidé, donc on va dire qu'il est solide, il est prêt. Et le médecin dit, nous allons retirer le plâtre. Et là, l'enfant répond, non, je préfère garder mon plâtre. Au début, on trouverait ça peut-être touchant, et puis ensuite peut-être étrange, et puis ensuite peut-être que ce serait inquiétant, parce que ce qui le protégeait commence maintenant à l'empêcher de vivre. Sa jambe s'affaiblit, ses muscles fondent, ses articulations se raidissent, il peut plus courir, il peut plus sauter, il explore plus. Et donc le plâtre qui avait été indispensable à un moment donné devient progressivement un obstacle. Et pourtant, le problème n'a jamais été le plâtre. Le problème, c'est de vouloir le garder, alors qu'il a terminé sa mission, en quelque sorte. Et je crois que beaucoup de nos mécanismes de survie ressemblent à ce plâtre. Lorsqu'on a été blessé, notre système nerveux a fabriqué quelque chose d'extraordinaire, une protection. Parfois, c'était le silence aussi. Parfois, la dissociation, parfois l'hypervigilance, parfois la perfection aussi, le contrôle, le besoin d'être irréprochable, la soumission, parfois la fuite et parfois l'identité de victime. Toutes ces stratégies, elles avaient un point en commun. Elles nous protégeaient. Pas parce qu'elles étaient idéales, mais parce qu'elles étaient les meilleures possibles à ce moment-là. Et je crois qu'il est essentiel de le reconnaître. Parce que tant que nous regardons ces mécanismes avec mépris, eh bien nous restons en guerre contre nous-mêmes. Combien de fois est-ce que j'ai entendu pourquoi je suis encore comme ça? Et même moi, je me le suis dit, ça m'est arrivé de me le dire à certains moments. Pourquoi j'arrive pas à passer à autre chose? Pourquoi je réagis encore de cette manière? Pourquoi je suis encore comme ça? Et si, au lieu de te poser ces questions, tu en posais une autre? De quoi cette réaction essaie-t-elle encore de me protéger? Tu sens la différence? Tout change. On ne cherche plus un coupable, mais on cherche une intention. Et derrière presque toutes nos protections, il y a une intention magnifique. Continuer à vivre. Et je crois profondément que le vivant est d'une intelligence bouleversante. Quand notre cœur est brisé, il ne nous demande pas d'être forte. Il invente des chemins. Lorsque notre sécurité est détruite, il ne nous abandonne pas. Il construit des protections. Lorsque notre confiance est trahie, il apprend à observer davantage. Il devient prudent. Il devient vigilant. Et ça n'est pas un dysfonctionnement, c'est une adaptation. Une adaptation profondément intelligente. Alors aujourd'hui, eh bien, j'aimerais que tu regardes ton masque autrement. Pas comme un mensonge, pas comme une faiblesse, pas comme une preuve que tu n'as pas assez travaillé sur toi, mais comme un plâtre. Un plâtre que le vivant a posé autour de ton âme, pour qu'elle puisse continuer à se réparer. Je trouve cette image émouvante, parce que elle enlève toute culpabilité, et elle remet de la tendresse, elle remet du respect, et je crois que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Mais voilà, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Le médecin ne retire jamais un plâtre parce qu'il est devenu mauvais. Il le retire parce qu'il est devenu inutile. Il ne retire pas le plâtre contre lui, il le retire parce que l'os est prêt. Tu vois la nuance? Comme je le disais, le problème n'est pas le plâtre. Le problème, ce serait de croire que tu ne peux plus marcher sans lui. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe avec certains masques. À force de les porter, eh bien, nous oublions qu'ils sont des protections. Et nous finissons par croire qu'ils sont nous. Donc, le masque devient
notre visage, comme le plâtre devient notre jambe. Et lorsque quelqu'un nous propose de l'enlever, eh bien c'est là que nous paniquons. Parce qu'on croit qu'il nous enlève une partie de nous-mêmes, alors qu'en réalité, il nous rend simplement la possibilité de remarcher. Et je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Peut-être que ton plâtre est encore indispensable. Et si c'est le cas, eh bien, ne te précipite pas. Je ne suis pas en train de te dire de l'arracher. Et je ne crois pas aux guérisons forcées. Je crois vraiment aux maturations. Je crois au rythme du vivant. Et je crois que chaque protection tombe lorsqu'une partie plus profonde de nous sait qu'elle n'est plus nécessaire. Pas avant. Jamais avant. Et je le sais en connaissance de cause parce que parfois j'ai voulu forcer les choses et ça ne marche pas. Mais je voudrais tout de même te poser une question. Une seule. Et peut-être que cette question t'accompagnera longtemps après la fin de cet épisode. Et si ce que tu appelles aujourd'hui ta personnalité n'était parfois qu'un ancien plâtre que tu n'as jamais osé retirer? Et je t'invite à laisser cette question descendre en toi. Ne cherche pas à y répondre de suite. Écoute simplement ce qu'elle vient toucher en toi. Parce que je crois que c'est souvent ainsi que commence une mue. Pas avec une certitude, avec une question. Et c'est précisément en observant ces anciens plâtres que j'ai commencé à comprendre quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Je ne portais pas seulement un masque, je recréais, sans m'en rendre compte, les conditions qui lui permettaient de rester en place. Et c'est exactement ce dont j'aimerais te parler maintenant. Il y a une question que je me pose souvent. À partir de quel moment une protection cesse-t-elle de protéger? Parce que je crois qu'il n'y a pas de date. Il n'y a rien de figé. Il n'y a pas un matin où on se réveille en se disant, ça y est, mon mécanisme de survie est devenu un problème. Je crois que c'est beaucoup, beaucoup plus subtil et beaucoup plus silencieux. C'est comme une plante qui finit par manquer de place dans son pot. Le pot en soi, il n'est pas mauvais. Il est même indispensable. Mais la plante a grandi, et si on la laisse dedans trop longtemps, eh bien ce qui l'a protégée finit par empêcher ses racines de se déployer. Et je crois que le masque fonctionne exactement de la même manière. Pendant un temps, il nous protège, et puis il commence doucement à nous limiter. Et souvent, on ne s'en aperçoit même pas, parce qu'entre-temps, on s'est habitué à vivre avec lui. Et je vais te faire une confidence, parce que pendant longtemps, je pensais être simplement prudente, être simplement vigilante. Je pensais être simplement quelqu'un qui avait besoin de contrôler les choses. Je pensais que c'était ma personnalité. Et je ne voyais pas que c'était encore mon système nerveux qui essayait de me protéger d'un danger qui n'était plus là. Je croyais être libre alors qu'en fait je continuais à organiser toute ma vie autour d'un passé que je voulais justement quitter. Donc j'imagine que tu vois comme c'est paradoxal. On croit parfois tourner la page alors qu'on continue à écrire tous les chapitres suivants avec la même encre. Je crois que c'est là toute la subtilité. Le masque ne nous enferme pas d'un seul coup. Il devient progressivement invisible, comme une paire de lunettes que l'on porte depuis tellement longtemps qu'on oublie qu'elle est sur notre nez. Combien de fois ça m'est arrivé? À force de vivre avec certaines protections, on ne les remarque plus. On croit simplement que nous sommes comme ça. Je suis quelqu'un qui ne fait pas confiance, je suis quelqu'un qui attire toujours les mauvaises personnes, je suis quelqu'un qui doit toujours tout contrôler, je suis quelqu'un qui finit toujours par être abandonné. Et si ce n'était pas toi? Et si c'était ton masque qui parlait? Je trouve cette question bouleversante parce qu'elle enlève immédiatement beaucoup de honte. Tu n'es peut-être pas cassé. Tu n'es peut-être pas incapable d'aimer. Tu n'es peut-être pas condamné à revivre toujours les mêmes histoires. Tu es peut-être simplement resté fidèle à une stratégie qui t'a autrefois sauvé. Et je crois qu'il y a quelque chose de profondément touchant dans cette fidélité. Ton corps est resté loyal. Loyal envers la petite fille, loyal envers la jeune femme, loyal envers celle qui avait besoin d'être protégée. Le problème, c'est qu'il ne savait pas encore que cette femme avait grandi.
Je voudrais que tu imagines une scène. Imagine une mère, son enfant a 5 ans, admettons, et chaque fois qu'il veut traverser la rue, elle lui prend la main. C'est juste, c'est même indispensable. Puis, l'enfant grandit. Il a 15 ans, puis 25 ans, puis 40, et la mère continue de lui tenir la main à chaque passage piéton. Au début, c'est une protection. Aujourd'hui, c'est devenu un empêchement. Et pourtant, la protection n'a pas changé. C'est la personne qui a changé. Et je crois que beaucoup de nos mécanismes fonctionnent ainsi. Ils ne savent pas que nous avons grandi. Ils continuent de nous protéger comme si nous avions encore 8 ans, ou 5 ans, ou peu importe. Alors que c'est une femme adulte qui est en train de vivre. Et c'est ici que j'aimerais te poser une question de plus, pas pour que tu y répondes tout de suite, mais pour que tu laisses ton corps y répondre dans les prochains jours. Quelle partie de toi continue encore à vivre comme si le danger était toujours présent? Peut-être que tu n'oses pas dire non, peut-être que tu demandes toujours la permission, peut-être que tu t'excuses d'exister, peut-être que tu te suradaptes, peut-être que tu contrôles tout, peut-être que tu te tais, peut-être que tu fais passer tout le monde avant toi, peut-être que tu restes dans des relations qui t'éteignent, non pas parce que tu es faible, mais parce qu'un jour, ces comportements t'ont permis de survivre. Et si c'était ça, le vrai miracle, comprendre que nous ne sommes pas en guerre contre nous-mêmes. On est simplement en train de remercier une ancienne version de nous, avant de lui dire doucement, merci, tu peux te reposer maintenant. Je suis devenue assez grande pour prendre le relais. Et je crois que c'est à cet instant précis que commence la liberté. Pas lorsque le masque disparaît, mais lorsque nous cessons de croire que nous sommes ce masque. Parce que tu vas voir, le plus étonnant n'est pas le masque lui-même. Le plus étonnant, c'est la manière dont il influence encore nos choix, nos relations, nos conflits, nos amours, sans qu'on en ait conscience. Et c'est ce que j'ai commencé à découvrir lorsque j'ai observé les répétitions de ma propre vie. Alors, une fois que j'ai commencé à comprendre que mon masque m'avait protégée, je pensais que le plus difficile était derrière moi. Je me disais, bon, bah maintenant que je sais d'où viennent mes réactions, elles vont disparaître. Et j'aurais aimé que ce soit aussi simple. Mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas encore compris. Le masque ne vivait pas seulement dans mes souvenirs, il vivait dans mes choix, dans mes relations, dans mes réactions, dans ma manière d'aimer, dans ma manière de travailler, dans ma manière d'entrer en conflit, dans ma manière de me raconter aussi. Et ça a été un immense choc, à vrai dire. Et je crois que on imagine souvent que notre passé est derrière nous, alors qu'en réalité, eh bien, il continue parfois de prendre des décisions à notre place. Pas parce qu'on est faible, pas parce qu'on le veut, mais parce que notre système nerveux cherche une seule chose, le familier, le connu. Et ça, c'est une idée qui a profondément changé ma manière de me regarder. Parce qu'on croit que notre cerveau cherche le bonheur, mais c'est pas la réalité. Avant de chercher le bonheur, notre cerveau, il cherche la sécurité. Et pour lui, le familier est souvent plus rassurant que l'inconnu, même lorsque ce familier nous fait souffrir. Et je t'invite à laisser cette phrase descendre en toi, parce qu'elle est essentielle. Notre cerveau préfère parfois une souffrance connue à une liberté inconnue. Et je t'avoue que au début, cette idée m'a presque mise en colère. Et je me suis dit, mais non, j'ai jamais voulu revivre ce que j'ai déjà vécu. Bien sûr que non. Personne ne choisit consciemment de souffrir. Mais ce n'est pas de choix conscient qu'il est question. Il est question d'apprentissage. Lorsque ton système nerveux a appris qu'une relation ressemblait à ceci, eh bien, il continue longtemps à considérer ce ceci comme normal. Quand ton corps a appris que l'amour était mêlé à la peur, il peut avoir beaucoup de mal à reconnaître un amour paisible, parce qu'il ne lui ressemble pas. Et lorsque ton cerveau a appris que tu devais te faire petite pour être en sécurité, il continuera parfois à te faire taire, alors même que plus personne ne t'empêche de parler. Tu comprends? Le problème n'est pas le passé. Le problème, c'est lorsque le passé continue de servir de mode d'emploi au présent. C'est là que j'ai commencé à observer ma propre vie. Et plus j'observais, plus quelque chose devenait évident. Je ne reproduisais pas les mêmes histoires. Je reproduisais les mêmes sensations.
Je ne choisissais pas toujours les mêmes personnes, mais je recréais inconsciemment les mêmes dynamiques. Et c'est très différent. Je vais te donner quelques exemples. Pendant longtemps, dans le couple, je laissais l'autre prendre beaucoup de place. Je ne posais pas mes limites, je n'exprimais pas clairement mes besoins, je préférais me taire, je m'adaptais, je faisais passer la paix avant la vérité. Et puis, un jour, eh bien, je me suis retrouvée à exploser et à partir. Mais jamais à me choisir. Et dans mon travail, c'était la même histoire. Je supportais des situations qui ne me convenaient plus, je n'osais pas dire non, je laissais certaines personnes dépasser mes limites, et je me persuadais que je devais être compréhensive, patiente, loyale. Et puis, lorsque la situation devenait insupportable, eh bien, je me sentais victime, comme si tout m'arrivait, comme si je n'avais aucun pouvoir, alors que, en réalité, eh bien, j'avais souvent renoncé à l'exercer bien avant, ce pouvoir. Et je l'ai vu aussi dans la relation avec mon ex-associé. Pendant longtemps, je racontais cette histoire comme celle d'une femme qui subissait, et il y avait une part de vérité, mais seulement une part. Parce que à un moment, eh bien, j'ai dû me poser une question extrêmement inconfortable. À quel moment ai-je cessé de choisir? À quel moment ai-je laissé les choses se construire contre moi sans exprimer ce qui était important pour moi? À quel moment est-ce que j'ai confondu patience et renoncement? Et cette question, elle a été difficile, très difficile, parce qu'elle ne remettait pas en cause la réalité de certaines blessures, elle remettait en question la place que je prenais dans leur répétition. Et puis il y avait les conflits, et c'est probablement là que le masque apparaissait le plus clairement, lorsque je me sentais incomprise. Je n'essayais pas toujours de comprendre, d'ailleurs. Je cherchais d'abord à être reconnue dans ma souffrance. J'avais besoin que l'autre voie à quel point j'avais mal. J'avais besoin qu'il comprenne ce que j'avais vécu. J'avais besoin qu'il reconnaisse que j'étais la victime. Et je ne m'en rendais même pas compte. Je croyais chercher la justice, alors qu'en réalité, je cherchais surtout la reconnaissance. Et cette prise de conscience, ça a été vraiment un bouleversement à l'intérieur de moi, parce qu'elle m'a permis de distinguer deux besoins très différents. Être reconnu dans sa souffrance, ça c'est profondément humain, et construire toute son identité autour de cette reconnaissance. Et ça peut devenir une prison. Et je crois que c'est là que j'ai commencé à comprendre que le masque dirigeait encore ma vie. Non pas parce que je me disais chaque matin, aujourd'hui je vais être une victime, évidemment que non, mais parce que sans m'en rendre compte, j'organisais encore certaines de mes réactions autour de cette identité. Et j'ai commencé à voir des signes que je n'avais jamais remarqués auparavant. Voilà comment j'ai compris que le masque dirigeait encore ma vie. Pour commencer, je me sentais souvent impuissante avant même d'avoir essayé d'agir. J'attendais que l'autre change avant de changer ma manière de réagir. Je confondais parfois être comprise avec être sauvée. Je racontais souvent mes histoires en mettant toute la lumière sur ce que les autres m'avaient fait et finalement assez peu sur ce que je pouvais choisir aujourd'hui. Euh, je reproduisais les mêmes dynamiques avec des personnes différentes. Je croyais changer de décor, alors que je transportais toujours le même scénario. Et surtout, je me suis rendu compte d'une chose qui a été très difficile pour moi à reconnaître. C'est tant que je restais dans cette identité, je n'avais pas besoin de prendre le risque immense de devenir pleinement responsable de ma liberté. Et je voudrais être très claire, lorsque je parle de responsabilité, je ne parle jamais de responsabilité dans les violences subies. Je parle de responsabilité dans la manière dont je choisis aujourd'hui de répondre à ce que la vie a déposé sur mon chemin. Et ça, c'est vraiment très différent. Donc c'est important pour moi de faire la distinction. Et c'est précisément cette nuance qui a changé ma vie. Parce qu'elle ne m'a pas rendue coupable, mais elle m'a rendue libre. Et je crois que nous arrivons toutes un jour devant cette question. Est-ce que je veux continuer à avoir raison sur mon histoire ou est-ce que je veux commencer à écrire la suite?
Et c'est exactement à cet endroit que quelque chose a basculé pour moi. C'est exactement là que le déclic s'est fait. Parce qu'une personne a osé me dire une phrase que je ne voulais surtout pas entendre. Une phrase qui m'a d'abord mise en colère, j'avoue, qui était tout sauf confortable et agréable, avant de devenir le début de ma liberté. Et c'est de cette phrase que j'aimerais te parler maintenant. En fait, il y a eu deux phrases. La première, c'était oublie-toi. Et la deuxième, qui est nettement plus longue, je ne te demande pas de te demander ce qui t'est arrivé. Je t'invite à regarder ce que cette histoire continue peut-être de faire à travers toi. Et je crois qu'il y a toujours un moment où la vie nous met face à un miroir. Pas un miroir qui nous flatte, pas un miroir qui nous rassure, mais un miroir qui nous montre quelque chose que nous n'avons absolument pas envie de voir. Et très souvent, notre premier réflexe, c'est de détourner les yeux. Et le mien n'a pas été différent. Pendant longtemps, j'avais rencontré des hommes qui, sans le vouloir, confirmaient l'histoire que je racontais déjà sur moi. Ils validaient, chacun à leur manière, cette sensation d'être victime des événements. Et je pouvais facilement leur attribuer le pouvoir. Je pouvais facilement leur attribuer la responsabilité de mon mal-être. Et je ne voyais pas encore ce que je continuais, moi, à mettre en place à travers ça. Et puis, j'ai rencontré l'homme qui partage aujourd'hui ma vie. Et avec lui, eh bien, quelque chose a profondément changé. Non pas parce qu'il est parfait, hein, loin de là, mais parce qu'il refusait d'entrer dans le scénario que je connaissais si bien. Et je me souviens de certains conflits. Moi, j'arrivais avec toute ma souffrance à déposer, là, j'ai envie de dire peut-être même presque à dégueuler, avec toute ma conviction d'avoir été blessée. Et au lieu de me répondre comme les autres l'avaient fait souvent, il me disait parfois avec plus ou moins de délicatesse, on est d'accord, là, tu te victimises. Et je peux te dire une chose, la première fois que j'ai entendu ces mots, je les ai détestés. J'avais envie de l'étriper. Et je me suis sentie profondément incomprise. J'étais blessée. Je me sentais injustement jugée. Et je me suis dit, mais comment il ose me dire ça? Après tout ce que j'ai vécu, après tout le travail que j'ai fait sur moi. Mais il comprend rien. Mais rien de rien. Et j'étais vraiment presque en rage. Et je crois même, pour ne pas dire que j'en suis sûre, que j'avais envie de le quitter. Pas parce qu'il me faisait du mal, mais parce qu'il touchait quelque chose que je ne pouvais pas encore regarder. Et avec le recul, je comprends pourquoi cette phrase me mettait tellement en colère. Ce n'est pas ma blessure qu'il touchait, parce que ma blessure, finalement, je la connaissais déjà. Mais ce qu'il touchait, c'était l'identité qui s'était construite autour de cette blessure. Et cette identité, je croyais encore qu'elle était moi. Je voudrais te dire quelque chose de très important. Lorsqu'une personne remet en question une identité qui nous a permis de survivre, on ne réagit pas comme si elle critiquait une idée. On réagit comme si elle menaçait notre survie. Parce que c'est exactement ce que cette identité représentait autrefois, une survie. Alors, eh bien, notre système nerveux se défend, il attaque, il fuit, il se ferme. Ou alors il argumente, il cherche des preuves, il veut convaincre, il veut avoir raison. Non pas parce que on est de mauvaise foi, mais parce qu'une partie de nous croit encore qu'elle est en danger. Et aujourd'hui, je regarde cette femme avec infiniment de tendresse. Elle faisait exactement ce qu'elle avait appris à faire. Elle se protégeait. Et puis, avec le temps, quelque chose a commencé à bouger. Pas parce que mon compagnon avait raison sur tout, il ne l'avait pas d'ailleurs, pas parce qu'il avait toujours les bons mots, mais parce qu'une petite voix a commencé à murmurer en moi. Et s'il y avait une toute petite part de vérité dans ce qu'il dit?
pas toute la vérité, une part. Et cette question, eh bien, elle a ouvert une porte. Une toute petite porte, mais une porte quand même. Je me rappelle une fois où je me suis retrouvée dans le cabinet de ma psychologue et je lui avais raconté une scène avec mon ex-compagnon et qui m'avait traité de pervers narcissique et je lui avais demandé, parce que c'était une question qui me hantait, et je lui avais dit, mais et si c'était moi la pervers narcissique? Et aujourd'hui encore, je me souviens de son regard. Et elle a souri avec beaucoup de douceur et elle m'avait répondu quelque chose que je n'ai jamais oublié. Pour commencer, le pervers narcissique n'est pas une identité, ce sont des comportements. Et puis, elle a ajouté, et si vous vous posez cette question, c'est déjà un indice très important. Et à l'époque, je croyais que cette phrase parlait des pervers narcissiques. Et des années plus tard, en résonance avec cet échange avec mon compagnon, j'ai compris qu'elle parlait surtout de moi, parce qu'elle venait de casser quelque chose de beaucoup plus profond, notre obsession des identités. On vit dans un monde qui adore enfermer les êtres humains dans des étiquettes. Le gentil, le toxique, le manipulateur, la sauveuse, la forte, la victime. Comme si une vie entière pouvait tenir dans un seul mot. Comme si une personne pouvait être réduite à une seule expérience. Comme si une blessure pouvait devenir une définition. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Quelque chose qui a bouleversé ma manière de me regarder. Je n'étais pas une victime. J'avais été victime. Et cette nuance a changé toute ma vie. Parce qu'entre ces deux phrases, il y a un monde. J'ai été victime parle d'une expérience. Je suis une victime parle d'une identité. Et je ne voulais plus que l'expérience continue à écrire mon identité. Je crois que beaucoup d'entre nous confondent ces deux choses. Nous pensons que quitter une identité revient à trahir la blessure. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque je cesse de me définir comme victime, je ne nie absolument pas ce que j'ai vécu. Je refuse simplement que cette histoire continue de décider qui je suis. Et ça, c'est un acte d'amour, pas un acte de déni. Il y a une phrase qui est devenue un véritable phare pour moi et je voudrais te l'offrir aujourd'hui. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous est arrivé. Jamais. Mais nous devenons progressivement responsables de ce que nous choisissons d'en faire. Pas du jour au lendemain, pas sous la pression, pas pour faire plaisir aux autres, mais parce que un jour, on découvre que cette responsabilité n'est pas un poids, c'est une liberté. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La responsabilité n'est pas le contraire de la compassion, elle en est le prolongement, parce qu'elle dit à l'enfant blessé, je sais ce que tu as traversé, je ne minimiserai jamais ta douleur, mais aujourd'hui, laisse-moi prendre le relais. C'est à cet instant précis que la femme adulte reprend doucement le gouvernail. Et c'est là, je crois, que commence véritablement la souveraineté. Je crois qu'il existe une question que très peu de personnes osent se poser. Une question tellement vertigineuse que pendant longtemps, je l'ai soigneusement évitée. Et cette question, elle est toute simple. Et pourtant, elle a le pouvoir de faire trembler une vie entière. La voici. Qui suis-je si je ne suis plus celle à qui tout cela est arrivé? J'aimerais que tu laisses cette question entrer en toi.
sans chercher une réponse. Simplement, laisse-la faire son chemin. Parce que je crois que beaucoup de femmes ne s'accrochent pas à leur souffrance. Elles s'accrochent à l'identité que cette souffrance leur a permis de construire. Et ce n'est pas du tout la même chose. Pendant très longtemps, je croyais que ce que je voulais, c'était guérir. Mais lorsque la guérison a commencé à frapper à ma porte, je me suis aperçue d'une chose. Une partie de moi avait peur. Très peur. Parce que si je cessais d'être cette femme blessée, alors qui allais-je devenir? Qui allait comprendre ma douleur? Qui allais-je être sans cette histoire? Comment est-ce que j'allais expliquer mes réactions, mes peurs, mes limites, mes colères, mes relations? Je n'avais jamais imaginé que la guérison puisse faire peur. Et pourtant, je crois aujourd'hui que c'est l'une des plus grandes peurs de notre vie. Parce qu'une identité, même douloureuse, reste une identité. Elle nous donne une place, une explication, une cohérence, une manière de raconter notre existence. Et lorsque cette identité commence à disparaître, eh bien, nous avons parfois l'impression que tout disparaît avec elle. Je crois que c'est pour cette raison que certaines personnes préfèrent inconsciemment une prison connue à une liberté inconnue. Parce qu'une prison, même lorsqu'elle enferme, est familière. On en connaît les murs, les habitudes, les règles, les limites. La liberté, elle est vertigineuse parce qu'elle nous oblige à devenir responsables de ce que nous allons créer. Et ça fait peur, immensément peur. Et je me souviens d'un moment très précis où je marchais et je réfléchissais à tout ce chemin parcouru. Et une évidence m'a traversée. Je passais énormément de temps à protéger une version de moi qui n'existait plus. Comme si je continuais à construire toute ma vie autour d'une enfant qui avait eu besoin de survivre. Alors que cet enfant était devenue une femme et je ne m'en étais jamais rendu compte. Je croyais être fidèle à mon histoire. En réalité, je continuais à vivre depuis elle. Et cette prise de conscience a été bouleversante parce qu'elle m'a confrontée à une immense culpabilité. Une culpabilité très étrange. J'avais l'impression que si je cessais de me définir par cette blessure, eh bien j'allais abandonner la jeune fille que j'avais été. Comme si avancer était une trahison. Comme si être heureuse était une infidélité. Et comme si devenir libre effaçait tout ce qu'elle avait traversé. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de femmes ressentent ça. Elles n'osent pas aller bien parce qu'une partie d'elles croit que souffrir est une manière de rester loyale à leur histoire. Et puis un jour, quelque chose s'est déplacé. Je ne saurais même pas vous dire exactement quand, mais une phrase est venue, une phrase toute simple. Ce qui est simple est finalement toujours plus puissant. Et cette phrase a tout changé. Et si je ne trahissais pas mon enfant blessé en devenant libre? Et si au contraire, je lui offrais enfin ce qu'elle avait attendu toute sa vie? La sécurité, l'amour, la paix, la liberté. Et je me suis rendu compte que je continuais à protéger une enfant qui en réalité attendait seulement qu'une adulte vienne enfin lui dire: tu peux te reposer maintenant. Je suis là. Je vais prendre soin de nous. Je crois que c'est à cet instant précis que la responsabilité devient un acte d'amour. Parce qu'elle ne consiste plus à dire débrouille-toi, elle consiste à dire je prends le relais. Et cette différence, elle est immense. Et c'est aussi à cette période qu'une autre image est venue profondément transformer ma manière de regarder ce chemin. Tu sais que je parle souvent de la mue, et pendant longtemps, je croyais que la mue consistait simplement à changer. Aujourd'hui, je crois qu'elle raconte quelque chose de beaucoup plus profond. Imagine un serpent. Sa peau l'a protégé.
Elle a grandi avec lui. Elle lui a permis de traverser les saisons. Mais arrive un moment où cette peau devient trop étroite. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle est abîmée, mais simplement parce qu'elle ne correspond plus à la taille du vivant qu'elle contient. Et si le serpent s'y accrochait, par peur de l'inconnu, eh bien il finirait par étouffer. Non pas à cause de cette peau, mais parce qu'il aurait refusé de grandir. Et je crois que nos identités fonctionnent exactement de la même façon. On passe tellement de temps à vouloir réparer notre ancienne peau qu'on oublie parfois qu'elle est devenue trop petite. Et on essaie de l'assouplir, de la décorer, de la comprendre, alors que le vivant nous murmure autre chose. Tu n'as plus besoin de réparer cette peau. Tu as besoin de la quitter. Et je crois que c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles pensent que la mue consiste à rejeter ce qu'elles étaient. Je crois exactement l'inverse. La mue est un immense geste de gratitude. Parce qu'avant de quitter son ancienne peau, le serpent l'a habitée. Et elle lui a permis d'arriver jusque-là. Il ne la méprise pas. Il ne la déchire pas avec colère. Il la laisse simplement derrière lui. Parce qu'il est devenu plus grand, plus vivant, plus libre. Et je crois profondément que on ne retire jamais un masque parce qu'il était mauvais. On le retire parce qu'il est devenu trop petit pour la femme qu'on est en train de devenir. Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser une dernière question, peut-être la plus importante de tout cet épisode. Quelle est cette ancienne peau que tu continues encore à porter par fidélité, alors que le vivant t'invite déjà à la quitter? Ne réponds pas avec ta tête, écoute ton corps, ressens-le. Il sait, il a toujours su. Et si tu devais retenir une seule chose de cette étape, j'aimerais que ce soit celle-ci. J'ai compris que je ne trahissais pas la jeune fille que j'avais été. J'étais enfin en train de la libérer. Le vivant ne te demande jamais de rester fidèle à la femme que tu étais. Il t'invite sans cesse à devenir plus fidèle à celle que tu es en train de devenir. Tu sais, je crois que pendant très longtemps, j'ai eu une idée complètement fausse de la liberté. Je pensais qu'être libre voulait dire ne plus avoir peur, ne plus être blessé, ne plus être déclenché, ne plus souffrir. Et je pensais que la liberté ressemblait à une ligne d'arrivée, comme un endroit où plus rien ne pourrait jamais m'atteindre. Aujourd'hui, je ne crois plus du tout ça. Je crois même exactement l'inverse. La liberté, ça n'est pas l'absence de blessures. La liberté, c'est ne plus leur laisser conduire notre vie. Je vais te dire quelque chose qui m'a profondément apaisée. Je porte encore des cicatrices. Certaines conversations me touchent plus que d'autres. Certaines situations réveillent encore des peurs. Il y a des jours où mon système nerveux se rappelle très vite de ce qu'il a connu. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un problème. Parce que ces blessures ne tiennent plus le gouvernail. Elles sont toujours dans le bateau, ça oui, mais elles ne décident plus de la direction. Et cette différence, eh bien, elle change absolument tout. Pendant longtemps, je croyais que ma vie consistait à me protéger, à protéger mon enfant blessé. Aujourd'hui, je crois que ma vie consiste à nourrir la femme que je suis devenue. Pendant des années, toute mon énergie allait vers la protection. Aujourd'hui, elle va vers la création, vers la présence, vers la vie, vers l'amour, vers la liberté. Et je crois que c'est ça, être souveraine. Ce n'est pas de devenir invulnérable, c'est arrêter de vivre uniquement en réaction à son passé. C'est commencer à vivre en réponse à ce qui est profondément vivant en nous. Alors, concrètement, à quoi ressemble cette souveraineté?
Elle ne ressemble pas à une femme qui n'a plus peur. Elle ressemble à une femme qui agit parfois malgré sa peur. Elle ne ressemble pas à une femme qui ne doute jamais. Elle ressemble à une femme qui ne laisse plus ses doutes choisir à sa place. Elle ne ressemble pas à une femme qui ne pleure plus. Elle ressemble à une femme qui accueille ses larmes sans leur confier les clés de sa vie. Elle ne ressemble pas à une femme qui ne souffre plus. Elle ressemble à une femme qui ne construit plus son identité autour de sa souffrance. Voilà la différence. Pendant longtemps, j'attendais inconsciemment que quelqu'un me sauve. J'attendais inconsciemment que quelqu'un me sauve. Je ne l'aurais jamais formulé comme ça. Pourtant, c'était bien ce qui se jouait. J'attendais qu'une relation me répare, qu'un homme me sécurise, qu'une thérapeute me guérisse, qu'une amie me comprenne parfaitement, qu'un contexte professionnel change, qu'une circonstance extérieure m'autorise enfin à respirer. Et je ne voyais pas que je remettais mon pouvoir entre les mains des autres. Aujourd'hui, je ne cherche plus à être sauvée. Non pas parce que je n'ai plus besoin des autres, j'ai profondément besoin des autres. Et je pense que nous avons tous besoin des autres. Nous sommes tous interdépendants. Nous guérissons aussi en lien. Mais il y a une immense différence entre être accompagné et attendre que quelqu'un fasse le chemin à notre place. Et je crois que la souveraineté commence ici, le jour où je comprends que personne, et oui, j'ai bien dit personne, ne peut vivre ma vie à ma place. Personne ne peut poser mes limites à ma place. Personne ne peut dire non à ma place. Personne ne peut choisir ce qui est juste pour moi. Personne ne peut revenir habiter mon corps à ma place. Cette responsabilité, elle peut sembler immense, et pourtant, je la trouve infiniment plus légère que la posture dans laquelle j'étais avant. Parce qu'elle me redonne quelque chose que j'avais perdu, mon pouvoir. Aujourd'hui, poser une limite n'est plus un acte de guerre, c'est un acte d'amour. Dire non n'est plus une façon de rejeter l'autre, c'est une façon de ne plus me rejeter moi-même. Exprimer un besoin n'est plus une faiblesse, c'est une manière de me reconnaître digne d'être entendue. Demander de l'aide n'est plus attendre d'être sauvé, c'est accepter que la vulnérabilité fasse partie de la force. Tu vois, tout a changé, et pourtant, rien n'a changé. Ce sont toujours les mêmes gestes, les mêmes mots, les mêmes relations. Mais ils ne partent plus du même endroit. Ils ne partent plus de la peur. Ils partent de la présence. Et je crois que c'est cela que j'aimerais transmettre à travers tout ce que je crée. Nous passons tellement de temps à essayer de devenir quelqu'un d'autre, alors que le vivant nous demande simplement de devenir davantage nous-mêmes. Pas le nous blessé, pas le nous adapté, pas le nous qui cherche à être aimé à tout prix. Le nous vivant, celui qui ose respirer, celui qui ose ressentir, celui qui ose dire, qui ose partir, celui qui ose rester et celui qui ose choisir. Et puis, il y a une chose que j'aimerais te dire avant de terminer cet épisode. Ne cherche pas à devenir souveraine demain matin. La souveraineté n'est pas une décision, c'est une pratique. Elle se cultive dans tous les petits gestes, lorsque tu dis enfin ce que tu ressens, lorsque tu cesses de t'excuser d'exister, lorsque tu choisis de ne plus te suradapter, lorsque tu écoutes ton corps avant le regard des autres, lorsque tu te demandes qu'est-ce qui est profondément juste pour moi. La souveraineté ne naît pas d'un grand bouleversement. Elle naît de milliers de petits retours à soi, chaque jour. Et peut-être que tout ce chemin peut se résumer à une seule image.
Pendant des années, ton histoire a tenu le gouvernail. Aujourd'hui, tu peux doucement reprendre la barre, non pas contre elle, avec elle. Ton enfant blessé peut rester à bord. Elle aura toujours une place. Tu pourras toujours l'écouter, la prendre dans tes bras, pleurer avec elle, honorer ce qu'elle a traversé. Mais elle n'a plus besoin de diriger le navire, parce qu'il y a désormais une femme adulte, présente, consciente, aimante, qui peut dire avec infiniment de douceur: merci de m'avoir protégée. Maintenant, laisse-moi conduire. Et tu sais, mon amour pour les questions, alors j'en ai encore une, même si j'ai dit précédemment que c'était la dernière. Et celle-ci est extrêmement importante, comme toutes les autres d'ailleurs, mais je ne peux pas ne pas la dire. Je ne te demande pas d'y répondre aujourd'hui, comme tu l'as compris, mais je te demande simplement de vivre avec elle. Si demain tu ne pouvais plus te définir par ce qui t'est arrivé, qui serais-tu? Respire. Ne cherche pas une réponse avec ta tête. Laisse ton corps répondre, parce que je crois profondément que la femme que tu cherches à devenir existe déjà. Elle attend simplement que tu lui donnes enfin la permission de prendre sa place. Et c'est peut-être ça finalement, zéro permission. Comprendre qu'il n'y a plus personne à convaincre, plus personne à attendre, plus personne à qui demander le droit d'exister. Simplement une femme qui choisit chaque jour de revenir au vivant. Et si cet épisode t'a touché, j'aimerais te demander une chose. Ne me crois pas. Ne crois aucune des phrases que je viens de prononcer simplement parce qu'elles te semblent belles. Va les vérifier dans ta propre vie. Observe, ressens, expérimente, parce qu'une vérité qui n'est pas vécue reste une idée. Et je ne souhaite pas t'offrir des idées de plus. Je souhaite que tu retrouves une expérience de toi-même. Peut-être que pendant cet épisode, tu as reconnu un masque. Peut-être que tu as compris quelque chose. Peut-être qu'une phrase est venue toucher un endroit que tu avais oublié. Et si c'est le cas, ne cherche pas à tout changer aujourd'hui. Les plus grandes transformations ne naissent presque jamais d'une révolution. Elles naissent d'un premier pas, d'un premier souffle, d'un premier oui. Je crois profondément qu'il existe une différence entre comprendre son masque et commencer à le retirer. Comprendre est un acte de conscience. Retirer un masque est un acte de présence. Et c'est précisément pour ça que j'ai créé le masque. Ça n'est pas une formation, ça n'est pas un exercice, ça n'est même pas un programme. C'est un passage en 4 cercles, un espace que j'ai imaginé pour t'accompagner à reconnaître le masque que tu portes, peut-être encore, à sentir ce qu'il t'a coûté, à déposer une première couche de protection devenue trop étroite, à poser un premier acte de présence et surtout à prendre une décision intérieure, une décision simple mais profondément transformatrice. Je ne reviendrai plus dans une forme qui m'empêche de respirer. Parce que je crois que nous ne sommes pas venus au monde pour survivre. Nous sommes venus au monde pour vivre, pour aimer, pour créer, pour respirer pleinement. Alors si tu sens, pas avec ta tête, mais avec ton corps, que le moment est venu de commencer à déposer ce masque, je serai profondément heureuse de t'accompagner dans ce premier passage. Tu trouveras le lien vers le masque dans la description de cet épisode. Et si aujourd'hui n'est pas encore le bon moment, c'est parfaitement juste. Le vivant ne se force jamais. Il mûrit. Il attend. Il sait. Fais-toi confiance. Et j'aimerais te laisser avec une dernière pensée.
Nous passons une grande partie de notre vie à chercher qui nous sommes. Et si la vraie question n'était pas qui suis-je, mais plutôt qu'est-ce que je suis enfin prête à cesser d'être? Merci d'avoir traversé ce passage avec moi. Prends soin de toi, prends soin de cet enfant, prends soin de cette femme. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Tu n'as pas survécu à tout ce que tu as traversé pour passer le reste de ta vie à protéger la femme que tu étais. Tu as survécu pour permettre à celle que tu deviens d'exister. N'attends plus qu'on t'autorise à devenir celle que tu es. Le vivant, lui, t'a déjà dit oui. À très bientôt. Ne cherche pas à retenir tout ce que tu viens d'entendre. Laisse simplement une phrase rester avec toi. Observe ce qu'elle vient déplacer dans ton corps, parce qu'une vérité n'a pas besoin d'être comprise pour commencer à transformer une vie. Elle a seulement besoin d'être accueillie.